Merci de votre fidélité. Fatigue, troubles digestifs, aphte de la bouche ou encore déviance du goût et de l'odorat. Ces effets secondaires des traitements des patients atteints de cancer les éloignent de la cuisine et du fait même de manger. Et le plus grand risque pour ces patients, c'est évidemment la dénutrition. Il est pourtant possible de l'éviter, Marina. Oui, comment retrouver le goût de manger? Est-ce qu'il faut se forcer? Est-ce que le fait de jeûner peut améliorer le traitement par chimiothérapie? Comment renforcer les qualités nutritives de certains plats? Y a-t-il des aliments à privilégier pour éviter la récidive? Pour répondre à toutes vos questions, deux experts. Mathilde Touvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en épidémiologie de la nutrition à l'INSERM à l'université Paris 13. Et le docteur Bruno Reynard, bonjour. Bonjour. Responsable de l'unité transversale de diététique et de nutrition à Gustave Roussy, à Villejuif, près de Paris. On nous demande pourquoi on perd l'appétit quand on est sous chimiothérapie. Alors il y a probablement plusieurs explications qui ne valent pas pour toutes les personnes. Mais il y a des troubles de la régulation de l'appétit, de la stimulation de l'appétit au niveau du système nerveux central, qui sont probablement liés à l'inflammation induite par la maladie tumorale et qui peuvent être aggravés par certains médicaments, comme les chimiothérapies, qui typiquement donnent envie de vomir. Et évidemment, quand on a la nausée, ça stimule moins l'appétit. Et puis la maladie en elle-même déjà peut entraîner... Tout à fait. Cette inflammation va bloquer le système qui induit l'appétit au niveau du système nerveux central. J'adorais la viande et maintenant que je suis sous chimio, elle a un goût métallique. Pourquoi et que faire? Alors, ce goût métallique, il est surtout lié à certains traitements de chimiothérapie. Il peut survenir aussi dès le diagnostic dans certaines tumeurs, par exemple les gros cancers au niveau de la gorge, par exemple. Et là, il faut tester personnellement différents types d'aliments, différentes cuissons, différentes associations d'aliments pour voir ceux ou celles qui vont atténuer au maximum ce goût métallique. Il n'y a pas de recette miraculeuse. Avoir une hygiène bucco-dentaire la plus correcte possible. Si on fume, limiter le tabac parce que ça aggrave les choses. Et puis se rafraîchir la bouche régulièrement. Pourquoi pas avec des chewing-gums, pourquoi pas avec différentes solutions, et bien se laver la bouche régulièrement. Lorsque c'est lié à la chimio elle-même, est-ce que ce goût métallique est réversible? Totalement réversible. Il n'y a que quand c'est lié à la radiothérapie de la gorge qu'on peut voir malheureusement de temps en temps des disparitions définitives du goût. Camille demande si chimio et alcool font bon ménage. En gros, je comprendrais la question. Est-ce que si un verre de vin peut permettre de faire un repas un peu plus agréable, c'est contre-indiqué? Contre-indiqué, non. Probablement que la consommation excessive, régulière de boissons alcoolisées pendant certaines chimiothérapies est incompatible du fait de la toxicité sur le foie de la chimiothérapie et de l'alcool. Mais consommer de façon très très modérée de l'alcool pour stimuler son appétit dans ce contexte-là, c'est plutôt positif. Faut-il favoriser les légumes et les fruits pendant la chimiothérapie, demande Delphine? Alors, de manière générale, on a peu d'informations sur les aliments qu'il faut manger pendant le cancer. C'est-à-dire que pendant le cancer, les situations sont très diverses. Il y a des personnes qui vont perdre l'appétit, vous le disiez. Il y a des personnes, au contraire, qui vont avoir tendance à prendre du poids, notamment des patientes atteintes de cancer du sein. Donc, les fruits et légumes, de manière générale, oui, c'est très bien et il faut les privilégier. Selon un principe de précaution qui est celui d'appliquer les recommandations de la population générale. Et donc, des fruits, des légumes, c'est riche en fibres, et donc c'est recommandé effectivement chez tout le monde, y compris chez les patients atteints de cancer. Que pensez-vous du cannabis thérapeutique, demande Diane, donc pour stimuler éventuellement l'appétit ou lutter contre des nausées? Écoutez, on a testé beaucoup de choses pour essayer de stimuler l'appétit. Il y a encore d'autres médicaments ou d'autres substances nutritionnelles ou médicamenteuses qui sont en essai actuellement. Il semble que le cannabis thérapeutique soit assez intéressant comme coadjuvant, enfin comme traitement associé de la douleur, des nausées par exemple. Sur l'appétit et sur l'état nutritionnel, ça n'a pas un grand effet. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut en attendre un bénéfice. D'accord. Comment lutter contre les nausées quand on est sous chimio? Alors, pour lutter contre les nausées, il y a d'abord les médicaments qui sont maintenant de plus en plus efficaces. Et ce qui marche très bien en termes alimentaires, c'est
d'adapter son alimentation en utilisant ce qu'on appelle le principe de fractionnement alimentaire. On va consommer des toutes petites quantités, ce qui va faire qu'on ne va pas avoir cette sensation d'inconfort pendant les repas et cette sensation de plénitude de l'estomac qui va aggraver l'envie de vomir. Donc ça marche bien. Souvent, ce qui marche bien aussi, c'est de manger des choses plutôt fraîches, plutôt que des choses cuisinées, chaudes, avec des fortes odeurs. Voilà, exactement. Donc, tous ces petits trucs-là, souvent les diététiciennes vont les conseiller aux patients, aux patientes. Et puis après, chaque patient, individuellement, comme l'a dit Mathilde, va adapter son alimentation avec des expériences du quotidien, finalement. Que pensez-vous du jeûne avant une séance de chimio? C'est une question évidemment qui revient puisqu'on en parle beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui le font d'eux-mêmes pendant les chimiothérapies. Alors c'est effectivement une question importante puisqu'on a de plus en plus de personnes qui viennent à la consultation nous demander s'ils peuvent entreprendre ce type de régime. Ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a des preuves scientifiques de bonne qualité sur l'animal ou sur les cultures cellulaires qui vont dans le sens d'un effet positif de la restriction soit de calories, soit de sucre sur la masse tumorale ou sur les cellules, la prolifération des cellules cancéreuses pendant la chimiothérapie. Il y a un effet adjuvant, c'est-à-dire associé, se complète, du régime et de la chimio. Donc c'est plutôt motivant pour avancer sur des études cliniques. Malheureusement, ces études sont en cours. Il y a quelques études qui sont déjà sorties, qui sont plutôt négatives ou qui n'apportent pas de niveau de preuve scientifique suffisant pour faire des recommandations. Il y a des recommandations de la Société européenne de nutrition qui viennent de sortir, qui recommandent de ne pas faire de jeûne quand on est dénutri ou à risque de dénutrition. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel des connaissances, pas de jeûne. Et on demande à son cancérologue, évidemment. Surtout. Voilà. Pas de jeûne. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des aliments qui permettent de lutter, je ne sais pas s'il faut employer ce mot-là, contre le cancer ou les cancers, ou les tumeurs, ou les cellules tumorales? Alors, pendant les cancers, encore une fois, non. On n'a pas encore assez de recul et d'études qui vont permettre de dire le fait de manger tel ou tel fruit et légumes va nous permettre de soigner notre cancer. Ça, on a besoin de recherche là-dessus. Par contre, il y a le pendant et puis il y a l'après, puisqu'il y a de plus en plus, grâce au progrès de la médecine, de personnes qui survivent de leur cancer. Et donc là, pour le coup, on sait que la consommation d'alcool à éviter. Et quand on dit consommation d'alcool, dès une consommation d'1 verre par jour, on augmente notre risque de récidive et de second cancer. Quel que soit le cancer Oui. Ça a notamment été montré sur le cancer du sein, mais l'alcool joue notamment sur les cancers des voies aérodigestives supérieures, cancer du sein chez la femme, côlon et cancer du foie. Et ce qui est montré également, c'est le surpoids et l'obésité, donc qui sont des facteurs de risque de récidive et second cancer. Après, pour les autres, ce qu'on disait tout à l'heure, les niveaux de preuve ne sont pas encore là, mais on applique les conseils qu'on donne en population générale. Donc, 2 produits laitiers par jour, des fruits et légumes, des fibres alimentaires pour le cancer du côlon, de l'activité physique également, limiter les viandes rouges, les charcuteries. Donc tout ça, ce sont des conseils qu'on peut également donner aux personnes qui ont eu un cancer et qui souhaitent se protéger pour la suite. Comment ne pas perdre trop de poids quand on n'a plus goût à rien pendant le traitement? À Beauvais, des patientes testent les recettes proposées par des ingénieurs. Des astuces pour redonner l'envie de cuisiner et des conseils pour soulager les effets secondaires sont proposés. Anaïs Plateau et Christian Gallet ont assisté à l'un de ces ateliers. On va donc mettre les graines de lin sur la pâte pour pouvoir en fait les imprimer et permettre au mucilage contenu dans la graine de lin d'agir et d'avoir ses propriétés laxatives. Avec des trucs et astuces, l'idée de cet atelier est de ramener ces 3 patientes atteintes d'un cancer dans leur cuisine. Un endroit qu'elles ont déserté dès le début de leur traitement. C'est mon mari qui faisait à manger et j'étais en capacité simplement de manger, on va dire, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et lui, pensant bien faire, il me mettait une 2e cuillère dans l'assiette. Sauf qu'à ce moment-là, ça me bloquait complètement et que j'étais même plus en capacité de manger la première cuillère. Je sentais comme du carton, du fer, enfin tout ce qui est métallique. Aucun goût, moi qui suis hyper gourmande. Donc c'est vrai que c'était très très désagréable. Je mangeais parce qu'il fallait manger, quoi. C'est tout. Il n'y avait aucun plaisir. Œufs, crème, jambon et fromage, les recettes sont enrichies au maximum pour éviter la dénutrition.
En 2014, 40% des patients atteints de cancer étaient dénutris. Qui dit dénutrition dit statut nutritionnel dégradé. On peut dire aussi des traitements qui sont repoussés, des doses qui sont diminuées et donc un cancer qui peut progresser plus rapidement. Hop. Ici, l'alimentation est considérée comme un véritable soin de support oncologique. Les recettes sont rapides, simples et les portions sont adaptées. Une petite graine, c'est bon. On favorise les petites portions parce qu'elles sont plus appétissantes. En fait, elles ouvrent plus l'appétit qu'une grosse portion qui va plus facilement en fait décourager le malade à manger. On va mettre l'eau et on va utiliser 2 types de bouillons différents. Autre thématique abordée, comment donner du goût au plat. Les patientes voient leur sens gustatif et olfactif évoluer. Aujourd'hui, elles comparent un bouillon cube à base de glutamate et un autre qui n'en contient pas. Cet exhausteur a pour rôle en fait d'exhauster les bons goûts dans les plats, mais quand on a des déviances d'odorat et de goût avec la maladie, avec les traitements de chimiothérapie, le glutamate de sodium va aussi exhauster les mauvais goûts en bouche. Oui, à l'odeur, c'est pas du tout la même odeur. Non. Il y en a un qui est bien plus fort que l'autre. Le mien d'ailleurs, celui au glutamate. Oui, je t'ai dit que c'était plus fort. Celui-là, ils sont bien plus très forts. L'odeur est très marquée. Oui, ouais. Contrairement aux autres, Agnès ne goûte pas au velouté de petits pois. À cause de son cancer des intestins, elle ne peut plus consommer certains aliments. Tout ce qui est aliments qui fermentent, tous les légumes secs, tous les choux. Je fais des allergies, donc je ne peux plus manger de fraises, je ne peux plus manger d'ananas. J'ai beaucoup d'interdits, mais ça fait rien. On trouve toujours quelque chose à manger et du plaisir à manger. Et ce plaisir à manger peut être retrouvé avec un dessert à la texture adaptée. Par exemple, un milkshake à la banane avec chantilly et spéculoos. Vous pouvez manger le milkshake avec une petite cuillère en plastique ou alors avec une paille. Comme ça, quand vous avez des aftes en bouche, avec la paille, ça permet d'avaler plus rapidement. Ça tapisse bien la bouche, avec la glace, la fraîcheur, etc. Donc quand vous avez des troubles, avec des aftes, etc., ça permet de soulager en fait, tout simplement. Une centaine de recettes a déjà été testée par le groupe. Des recettes que Jocelyne, Agnès et Valérie pourront cuisiner pour leurs proches et de cette manière, retrouver le plaisir de passer à table. Voilà, sachez qu'un peu plus tôt cette semaine, les patientes ont reçu le prix de l'ARS Hauts-de-France sur le droit des usagers à la santé. Si vous souhaitez retrouver toutes les recettes, vous pouvez vous rendre sur le site internet du groupe d'études. Les coordonnées seront sur allodocteur.fr. Groupe d'études avec lequel vous travaillez, Bruno Reynard. Oui. Et donc vous avez testé, vous goûtez ces recettes de temps en temps? Alors on teste ces différents petits trucs qui sont tous plus passionnants les uns que les autres et on fait la promotion aussi d'un site internet que Philippe Pouillard, qui est responsable de cette équipe, a mis en œuvre, qui s'appelle Vite fait bien fait et qui est vraiment très 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 bien fait. Eh ben, on mettra ça sur allodocteur.fr, bien sûr. Juste, on a entendu parler des aftes qui peuvent être une complication vraiment extrêmement handicapante des chimios. Il y a des moments où, qu'est-ce qu'on peut proposer quand vraiment les patients ne peuvent plus rien manger? Alors, effectivement, il y a plusieurs stades dans ce qu'on appelle les mucites, donc ces inflammations de la bouche avec des aftes. Lorsque les patients ont la bouche un tout petit peu abîmée, ils peuvent encore manger, on adapte l'alimentation, soit en texture, des choses de liquide, de mou, facile à avaler, des choses fraîches, là encore, qui peuvent passer, la paille, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut aider. Et puis, malheureusement, quand les gens ne peuvent plus manger, et ça, on peut le prévoir à l'avance, il y a un certain nombre de traitements dont on sait à l'avance, à 90% de risque, qu'à un moment, ils ne pourront plus manger, et à ce moment-là, on utilise la nutrition artificielle, par sonde, par gastrostomie, par perfusion. Il n'y a pas de dénutrition. Surtout pas. Riri demande si les cellules cancéreuses aiment le sucre. Alors c'est un des substrats effectivement privilégiés, d'où ces questions. C'était là aussi qui a motivé les questions par rapport aux jeunes et par rapport au fait on dit qu'on se nourrit, on nourrit la tumeur. Bon, il y a un fondement dans ces questionnements scientifiques. Maintenant, il n'y a pas de recommandations à l'heure actuelle qui disent ne pas manger de sucre chez les patients atteints de cancer. On a encore besoin de recherche avant d'en être dans l'application de quoi que ce soit là-dessus. Quand on est malade, on a plutôt envie de manger sucré, salé ou c'est très variable d'un patient à l'autre? C'est très très variable et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant aussi dans ce concept d'atelier, c'est de rendre les patients et les patientes capables de s'autonomiser par rapport à des règles de diététique qui sont plus ou moins strictes, mais qui ne valent pas pour tout le monde. Il faut qu'elles puissent et qu'ils puissent se débrouiller tout seul à la maison, avec l'aide évidemment des proches, et pouvoir faire l'expérience au quotidien parce que les symptômes évoluent,
parce que les goûts évoluent. Et donc ça, il faut vraiment qu'ils puissent choisir au bon moment le bon aliment. Dans une journée, on peut avoir envie de quelque chose et puis finalement, quand ça arrive, on n'en a plus envie. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte et pouvoir être assez réactif. On nous demande si manger bio a un réel intérêt quand on a un cancer. Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Alors, on est en train d'essayer justement d'étudier les relations entre consommation d'aliments bio et risque de pathologie dans la population générale et puis après chez les patients. Pour l'instant, on n'a pas encore de preuves là-dessus. Simplement, c'est toujours une histoire de principe de précaution. C'est-à-dire que les aliments bio vont contenir normalement moins de pesticides, moins d'intrants, de contaminants chimiques et donc potentiellement moins de substances cancérigènes. Donc, par principe de précaution, si on peut, consommer des aliments qui faits selon un mode de production qui limite les intrants. Corinne nous dit qu'elle a des champignons dans le tube digestif. Y a-t-il des aliments à éviter ou au contraire à privilégier ? Là, je ne pense pas que l'alimentation puisse modifier ce phénomène qui peut être lié à beaucoup de facteurs, liés à l'inflammation du tube digestif, il y a l'usage justifié ou non d'antibiotiques au cours de ces traitements. Il faut aussi, à la bouche abîmée, le tube digestif abîmé, adapter son alimentation en fonction du symptôme, mais rien ne modifiera l'évolution de cette infection à champignons. On ne peut pas imaginer que, par exemple, puisqu'on parle beaucoup du microbiote en ce moment, que modifier le microbiote pourrait permettre d'atténuer ces symptômes-là ? Alors, c'est une question très intéressante sur laquelle on réfléchit beaucoup, là encore. Effectivement, il est probable qu'une partie des effets secondaires de certaines chimiothérapies soient liés à des modifications du microbiote. Et donc, on peut imaginer que dans quelques années, on ait des études d'intervention où on compare des alimentations où l'ajout de types de bactéries, voilà, pour améliorer les choses. On n'en est pas encore là, parce qu'il y a une certaine réticence à donner des bactéries à quelqu'un qui a des défenses immunitaires altérées. Qui sont plus bas. C'est un peu gênant pour l'instant. Après mon cancer, j'avais très faim, j'ai pris 20 kilos, est-ce normal ? Elle a repris déjà peut-être tout ce qu'elle avait perdu. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. Ça représente un certain nombre de pourcents de dames après le cancer du sein, mais ça arrive aussi après cancer du testicule, par exemple, après leucémie chez l'enfant, avec des pourcentages relativement élevés. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, comme l'a expliqué Mathilde. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque et de récidive, et de nouveaux cancers, et de maladies cardiovasculaires précoces. Donc il faut avoir... Mais c'est psychologique ou ça relié à un phénomène... C'est essentiellement lié à des troubles hormonaux. D'accord. Donc il faut absolument avoir un suivi diététique tout le long des traitements, mais aussi au-delà des traitements. Question un peu pointue, Mathilde, vous avez le droit de sortir votre joker. Ah, joker, vous avez le droit. Quelles sont les vertus du jus de groseille à macro ? Joker. Non mais, alors je ne connais pas personnellement le jus de groseille à macro, mais ça me permet de rebondir sur cette notion d'aliment miracle. C'est-à-dire que dans la population générale, et encore plus chez des patients qui vont vouloir prendre en main les choses, essayer de trouver des médecines alternatives, et je dirais un mot sur les compléments alimentaires après. Ces produits-là, ces patients sont des cibles privilégiées pour leur vendre n'importe quoi, avec des propriétés antioxydantes ou je ne sais quoi. Donc oui, peut-être que c'est très bien, mais enfin, ce qu'il faut là, c'est retenir, c'est manger des fruits, des légumes, selon votre appétit, comme vous pouvez. C'est pas le jus de groseille à macro qui va... Et garder de l'appétit, c'est déjà très bien. Tout à fait. Et c'est en tout cas il n'y a pas d'aliment miracle qui va soigner votre cancer ou vous éviter à coup sûr d'avoir un autre cancer. Ça ne marche pas comme ça. Alors, sur les compléments alimentaires. Sur les médecines alternatives, là aussi, nous, dans l'étude Nutrinet, on a à peu près la moitié des patients atteints de cancer qui prennent des compléments alimentaires. Et donc, 18% d'entre eux qui ont des prises qu'on appelle à risque. C'est-à-dire que... D'eux-mêmes, ils prennent ça d'eux-mêmes ? Alors, la moitié, c'est de l'automédication. Donc, dans certains cas, ce sont donc des médecins qui ont prescrit, et c'est très bien. Il y a certains traitements, notamment contre le cancer du sein, qui vont altérer la santé osseuse, etc. Donc, prendre de la vitamine D, du calcium, là, c'est très bien. Donc, sous prescription, pas de problème. On suit les conseils du médecin. Mais en automédication, là, voilà, on a des personnes qui vont associer des médicaments avec des compléments qu'il ne faudrait pas associer. Il y a des personnes qui fument et qui prennent du bêta-carotène, d'autres qui ont un cancer hormonodépendant comme cancer du sein et qui prennent des phytoestrogènes en complément alimentaire. Donc il y a beaucoup de pratiques à éviter et donc là aussi dialoguer avec le médecin, le corps médical et pas faire n'importe quoi en automédication. Gégé demande si les fibres alimentaires ont un effet protecteur contre le cancer et si oui, à partir de quelle quantité quotidienne ?
Alors, les fibres alimentaires, oui, tout à fait. Donc, à la fois en prévention primaire, surtout, et puis pour la suite. Il faudrait essayer d'atteindre 25 grammes par jour, si possible 30 grammes par jour. Donc, c'est pas mal. On en est encore loin dans la population française. 25 grammes de fibres. De fibres. Oui, ça représente quoi? Ça représente quoi? Oui. Donc, si on arrive à atteindre, par exemple, les recommandations qui viennent de sortir là, du Haut Conseil de la santé publique, c'est-à-dire de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de manger des aliments complets, pain, pâtes, riz complets, si possible un petit peu tous les jours, de manger des légumes secs au moins 2 fois par semaine, et bien là, on atteint sans problème nos recommandations en fibres. Donc, ça aura des bénéfices à la fois sur les fibres et puis sur tous les vitamines, les minéraux. Donc. Merci beaucoup pour vos explications. D'être venu. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur les calculs rénaux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 2 mai, parce que je pars un petit peu en vacances. Profitez-en bien. Nous serons là avec Michel, en tout cas. À lundi. Bonne semaine, au revoir.